Salut à tous, épisode 3 avec Gazprom, cette équipe que j'ai prise en Conti Pro, sur laquelle j'ai avancé très rapidement en première saison, pour ensuite essayer d'aller l'améliorer légèrement et jouer ce que je pensais être une saison en Conti Pro, mais qui en fait s'est avérée une saison en World Tour, puisqu'on a accroché une 19e place à l'indice. Et je rappelle que le World Tour compte 19 équipes, donc c'était totalement inattendu et totalement in extremis. Euh, Lutsenko, Moscon, Michael Gogol, Alessandro Covi, ainsi que Kirill Biryukov, ce jeune russe qui n'avait pas d'équipe avant qu'on le cherche. Il était inscrit sur des courses de U23. On fait partie du recrutement, ainsi que le jeune Slovène, pareil, même topo, hein, un jeune sans équipe qui a été recruté. Alors on se demande un peu quels peuvent être leur potentiel. On verra, mais je suis pas inquiet. Je pense que c'est pas mal. On peut aussi lorgner pour ce qui est de la valeur de certains du côté de Mathias Vacek. Ça peut être intéressant. En tout cas, on verra. Et ce qui peut être très intéressant, c'est de lorgner du côté de l'équipe de développement, où quelqu'un comme Matvei Rodionov a déjà 70 d'overall. C'est un petit format, course par étape, 19 ans, 58 kg, hein, c'est pour ça que je disais ça. Potentiel plutôt alléchant. Et donc déjà des petites notes pas dégueu par-ci, par-là. Voilà, donc pour Rodionov. Attention, hein, parce que 66 en descente, ça a intérêt à monter. 62 en pleine, ça fait mal au ventre. Et par exemple, les notes de contre-la-montre doivent être ultra développées. Sans cela, le mec ne sera qu'un équipier. Oh, voilà, bah tiens, au contraire de quelqu'un comme Vassili Kostin, qui lui, par contre, est beaucoup plus complet. Vous voyez là, il n'y a pas beaucoup de dispersion dans les notes là. On est très très homogène. Ça peut être un coureur très très intéressant également. Je le signerai évidemment, hein, tout comme Rodionov, peut-être certainement même tout comme Saveli Mikheyev. Le voici, vous voyez, encore une fois, il est catégorisé comme sprinter, c'est amusant, mais en fait il est excessivement polyvalent, le bougre. Et là encore, ça peut s'avérer extrêmement intéressant. Attention le gabarit, 1m88, 74 kg. Euh... à moins que ce soit une réincarnation de Wout van Aert, mais sinon c'est plutôt pas un grimpeur, hein. En tout cas, sinon ce serait un peu une anomalie physique. Non, sinon lequel on m'avait fortement conseillé. Je me demande si c'était Gazdiev. Non, pas forcément. Il y en a un qui a un super potentiel en fait. Mikheyev, non. Petrov, non. Ouais, après, certains sont très faibles, hein, mais c'est pas bien grave. Voilà, 2-5, hein. On va pas peut-être signer tout le monde, hein, mais il y en a quand même certains qui vont faire partie du lot. Puis surtout, je vous montrerai en fin d'épisode qui je vais aller essayer de draguer au moment des dossiers. Sur ce qui est de la saison jusque-là, alors qu'on voit que l'on est dans les clous pour réussir nos objectifs et pour bénéficier d'une augmentation de budget. Gianni Moscon et Alexei Lutsenko se sont relayés pour ce qui est d'apporter des succès à cette équipe. Et là, ce que je vais vous proposer dans cet épisode, c'est un bloc ardennais. On va pas démarrer à l'Amstel, on va démarrer carrément au Brabantse Pile, donc la flèche Brabançonne. Et vous allez voir que même celle-ci sera costaud. Allez, on est parti. Début du bloc ardennais, donc, avec cette course que je trouve beaucoup plus intéressante cette année, depuis que l'on dispose d'un variant très très sympathique. C'est ce Brabantse Pile. Et moi, évidemment, j'y vais avec de l'ambition parce que Lutsenko est sous pic de forme. Moscon, le sien, est en train de s'achever, malheureusement, mais c'est pas non plus une grosse surprise. Et je pense que rien que la présence de Lutsenko, par exemple, nous permet
d'envisager de jouer un rôle là-dessus, même si le plateau est très joli. Et vous allez voir que la course ne le sera pas moins, avec un final que je promets relativement savoureux. Alors, Alaphilippe est présent, Wout van Aert est présent, Van der Poel également, il y a Nils Politt également, il y a Jasper Stuyven aussi, voilà, on l'aperçoit là. Donc, on se doute bien que les petits secteurs pavés peuvent jouer un rôle d'écrémage dans les moments clés, mais également les raidillons, hein, pour l'avoir déjà joué, ce variant, que je trouve franchement passionnant. Elle est super cette course, hein. Elle est super à jouer, hein. En fait, ouais, le secteur pavé là il fait très très mal, mais derrière c'est quand même des raidillons qui vont faire la diff. Donc, en tout cas, qui vont faire la diff à condition qu'on évite un sprint. Parce qu'il y a quand même quelques clients au niveau de l'accélération là. On n'a pas très très envie d'être avec eux sur une arrivée à 6 ou 7, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Alors, je reste bien à l'avant. Je fais très très attention. Nous sommes à moins de 40 km de l'arrivée. Et en fait, il va se produire un truc un petit peu étonnant. C'est que je vais revenir vers l'arrière, vous allez voir. Voilà. Je vais revenir un petit peu derrière sur quelques cours. Là, on voit Alaphilippe, on aperçoit Van Aert. Voilà. Je suis à l'arrière, vous voyez. Et qu'est-ce qui va se passer pile à ce moment-là? En fait, Van der Poel nous rejoint. Ça va, il fait le jump. Mais pile au moment où je me suis attardé, mais genre 5 secondes, hein, sur le groupe de derrière, en fait, il y a 4 favoris qui sont partis. Je me suis fait complètement posséder par ça. C'est amusant, hein, cette notion qu'a le jeu d'essayer d'attaquer dans le dos. En fait, je suis pas paranoïaque, c'est juste que je finis quand même par me dire que c'est forcément programmé, parce que ça m'arrive, mais un nombre de fois incalculable en fait, de me faire attaquer pile au moment où je suis sur un autre groupe. Donc voilà, bon écoutez, moi j'accepte volontiers, hein, on sait que ça fait partie du truc. Ouais, c'est Alaphilippe et Wout van Aert qui étaient devant. Alors, moi, du coup, j'ai essayé de rouler derrière, hein, obligé, pour essayer d'entrer. Après, ça ne s'entend plus devant, voilà. Regroupement à 17 coureurs. Où, finalement, assez étonnant quelque part que l'attaque d'Alaphilippe et de Van Aert ne soit pas poursuivie, quoi, parce que les deux sont plutôt du genre à continuer à rouler, mais bon, pourquoi pas. Moi, je me dis, ouais, utilisons Moscon, qui de toute façon a une forme -4, pour essayer peut-être d'emmener Lutsenko dans les meilleures conditions, et peut-être essayer de provoquer quelque chose avec le Kazakh. Hein, en tout cas, on va essayer d'aller dans cet esprit-là, voilà. Allez, Gianni, tu me durcis un petit peu tout ça dans le secteur pavé, là. 3,5 quand même, hein, 3 étoiles et demie, hein, donc c'est pas non plus ridicule. On voit que Van Aert ne bouge pas une oreille, c'est normal. Alaphilippe est calé dans la route Van Aert, c'est normal également. Et voilà, je tente ma chance. Allez, c'est parti. Lutsenko va tenter un départ ici. Oui, alors Lutsenko, c'est quelqu'un avec lequel, même s'il a une capacité de sprint qui est pas dégueulasse, hein, franchement, 71 en sprint, 75 en accélération. Il y a des notes résistance par exemple qui n'est pas dégueulasse non plus. Mais c'est quelqu'un avec qui j'aime bien tenter des rushs comme ça, sur des fins d'étape ou sur des fins de course, parce que je pense qu'il a la capacité de résister et de tenir pour une arrivée solitaire. Bon, ici, en l'occurrence, c'est un peu plus difficile, c'est un peu plus délicat, je persiste quand même, parce que j'ai trop remarqué sur Pro Cycling Manager que des fois, il suffisait juste de s'acharner et de pas lâcher le morceau, même s'il reste plus grand chose et que ça paraît foutu, pour que finalement derrière ça se mésentende et qu'on arrive à l'emporter, quoi. Donc c'est pour ça que je ne lâche pas le bout de gras ici. Vous voyez, il y a quelque chose à faire, franchement. Stuyven qui contre, ce qui provoque l'excitation de tout le monde. Et là, à 3,7 km de l'arrivée, je pars avec Alexei Lutsenko. Je me dis, allez, évitons ce sprint. Évitons à tout prix ce sprint. 13 secondes, 12 secondes. Il y a le petit raidillon là. Il y a le petit raidillon qui va nous faire mal. Surtout qu'on a plus grand chose. On passe sous la flamme rouge. Aïe. On a été complètement cueillis. Van Aert croyait pouvoir s'imposer
Polit peut-être également, mais c'est l'homme à l'accélération prodigieuse qui va s'imposer. J'ai nommé Van Der Poel, bien évidemment. Après, le classement là-dessus est anecdotique, hein. C'était juste une petite mise en bouche des Ardennaises que je propose là. Intéressante, avec de belles forces en présence. Eh bien, écoutez, on va avoir fort à faire dans les minutes qui vont suivre. Parce que quand on voit la manière dont on s'est battu, on a essayé de provoquer les choses et on se fait complètement ramasser sur une course qui n'était pas un objectif, ok, mais vous savez, dans ma situation financière, toute course de ce type-là, pouvant rapporter 16 000 euros, devient limite un objectif perso, hein. Je parlerai du fric un peu après, mais c'est une des problématiques de la partie, mais tant mieux, c'est ce qui la rend, à mon sens, un peu plus excitante. Allez, quelques jours plus tard, 4 jours plus tard, l'Amstel Gold Race, avec les mêmes, hein. On prend les mêmes, on recommence. Lutsenko, toujours superstar de cette équipe. Covey éventuellement, s'il a une bonne forme, peut nous aider. On voit qu'Alaphilippe, Pidcock, Roglic, Pogačar, Gaudu, Kwiatkowski ou bien même la G2R Citroën Andrea Vendrame, coureur intéressant, hein, franchement, sont parmi les favoris, outre Lutsenko bien sûr. Je dis bien sûr parce que quand même Alexei Lutsenko a la stature là, vu ses notes, pour oui faire partie des favoris. Il faut pas non plus faire preuve de fausse modestie, hein. J'ai un très très bon coureur ici dans cette équipe, surtout qu'en config de classique comme ça, mon équipe certes n'est pas super impressionnante avec les Biryokov et surtout Chalunov, Tchernetsky par exemple, mais quand on prend quand même Gogol, Moscon, Covey pour soutenir Lutsenko, ça va, c'est pas non plus n'importe qui, c'est des bons coureurs. Et le but là pour moi, alors qu'on voit que les chutes, oui, j'adore Romo, Javier Romo. C'est un mec que je suis de près en fait, IRL. J'ai hâte de voir comment est-ce que sa carrière de cycliste va se développer. C'est un ancien du triathlon, c'est un Espagnol. Je pense que certains d'entre vous le connaissent. Il est chez Astana, hein, bien sûr, IRL. Je le regarde de près, l'Espagnol Romo. Donc là, il y avait eu quelques petites chutes. Tous nos objectifs là vont être très très simples, hein. C'est se consommer le moins possible avant le final de cet Amstel Gold Race. C'est tout ce qui importe pour moi, hein. Se consommer très très peu. Et à 40 km de l'arrivée, on est plutôt satisfait de ce côté-là, puisque même le protecteur de Lutsenko, Michael Gogol, est en très bonne, dispose encore pas mal de barres, hein, quand on regarde. Moscon, bien évidemment, en a pas mal. Covey également. On a très très peu fourni d'efforts jusque-là. On a juste perdu 3 équipiers. Bon, ça n'est pas bien grave. Jusque-là, qui a roulé pas mal? Et Jumbo-Visma de Primoz Roglic. Je pense d'ailleurs au passage que Van Aert était un bien meilleur choix sur l'Amstel, y compris sur PCM, que Roglic, mais c'est encore un autre débat. Allez, ouais, le jeu voit Ardennes, du coup il envoie Roglic, mais pour moi c'est une erreur. Ça roule sur les tentatives d'échapper. On va surveiller de près Alaphilippe ou bien Pidcock, qui sont de véritables trublions tous les deux. Tiens, d'ailleurs, l'un des deux est reparti, c'est Alaphilippe. Il est facile à reconnaître dans la partie Julien Alaphilippe. C'est le champion d'Europe. Voilà, je crois qu'il est parti ici avec David Gaudu, hein, non, je suis pas sûr de moi, mais il me semble qu'il est parti avec David Gaudu. Donc derrière nous, ça tombe plutôt pas mal parce qu'on a les moyens de rouler. Et c'est pas bien souvent qu'on aura dans le final d'une belle classique les moyens de rouler de cette façon-là pour essayer de boucher le trou comme ça, au moment où honnêtement les équipiers des principaux leaders étaient peut-être un peu aux abonnés absents. Donc heureusement que Alessandro Covey a fait le boulot à ce moment-là, qu'on voit Gaudu qui essaie de relancer
Ensuite, c'est Gianni Moscon à qui on va demander de rouler très très fort. On est en approche du Coburg. Il reste encore 20 bornes. C'est donc pas le moment non plus de s'épuiser ni de vider les barres. Mais par contre, c'est le moment de faire super gaffe. On va pas sauter sur tout ce qui bouge, mais on va essayer de rester calé bien devant pour laisser encore peut-être certains se consommer et contrer au moment qui nous paraîtra opportun. Donc c'est dans cet esprit-là que je suis. Là je me dis contre immédiat sur un départ d'Alaphilippe à ce moment-là de la course. On contre immédiatement. Par contre, en voyant que ça ne va pas beaucoup plus loin, je me contente de caler Lutsenko dans la roue d'Alaf. Et derrière, par contre, on va demander, allez, peut-être pour les dernières fois, mais il n'y a plus beaucoup de barres malheureusement, mais j'aurais bien voulu demander encore à Covey et à Moscon de faire quelques efforts. Malheureusement, ils n'ont plus grand-chose. Je les cale un peu dans les roues, mais sans une immense conviction, quoi. Ça a encore contré, c'est Kwiatkowski là, qui fait partie des deux qui ont encore une fois des fourmis dans les jambes avec David Gaudu de nouveau, me semble-t-il. Voilà, c'est cela. Et attention, Bemelerberg, on arrive à un endroit crucial. Vous savez, c'est cet enchaînement de difficultés de l'Amstel, on va dire c'est la version 2019, ou bien, voilà, c'est tout d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas eu 2020. Version 2019 qu'on joue là, c'est-à-dire en gros celle qui devrait être l'actuelle, pas la 2021 qui était tronquée. Je vais tenter quelque chose ici en fait. Voilà. Ici, on va tenter un départ avec Alexei Lutsenko. Étant donné que tout un tas de favoris ont tenté leur coup juste avant, je me dis que c'est peut-être le moment ou jamais. On voit quand même que Pidcock tente une rébellion derrière. Bettiol se retrouve à devoir mener le peloton des favoris. Ouais, mais dans ce peloton des favoris, il n'y a que des gens qui s'entendent pas et il y a beaucoup de battus apparemment. C'est l'enterrement de première classe. Alexei Lutsenko devrait s'imposer sur l'Amstel et en solitaire, s'il vous plaît. Et ça, honnêtement, voilà, c'est peut-être ma plus belle victoire avec Gazprom jusque-là. C'est sûrement la plus belle, je pense, parce que il y a une vraie concurrence sur l'Amstel. C'est difficile. Alors, certes, on connaît un peu les endroits où on peut attaquer pour gagner. On a des stratégies. Au bout d'un moment, les joueurs de PCM, ils savent. Mais pour autant, je boude pas mon plaisir. Elle fait super plaisir, celle-là. Voilà. Donc, Alaphilippe fait 2, Gaudu fait 3. Jolie perf pour Vlasov qui intègre le top 5 là-dessus. On notera la jolie perf d'Alex Aramburu chez Arkea Samsic dans la partie, c'est rigolo. Et Pidcock, déception, ne fait que 8. Pogacar fait 14. 12e Roglic. Voilà, tout ça est un petit peu frustrant pour les coureurs considérés. Mais peut-être vont-ils se rattraper sur la flèche wallonne, voilà, qui suit quelques jours plus tard. Alors, c'est ce qu'on va voir tout de suite. J'ai choisi, vous savez, le même variant que celui que je vous avais proposé avec De Koning Quick-Step il y a très peu de temps. Puisque c'est un très joli variant qui a été vachement bien travaillé par le ou les concepteurs de la carte. Et donc, pourquoi se priver d'un grand bonheur de jeu? Je vois pas. On n'est pas par contre avec la même équipe, parce que en fait j'ai que 15 coureurs chez Gazprom là en 2022 et je suis obligé de préparer également le Giro avec certains, et comme Gianni Moscon et Alessandro Covi seront du Giro et du Tour, sont les deux seuls qui vont doubler, eh bien je me dois de les préparer un petit peu pour leur faire monter le nombre de jours de course avant le Giro, même si je sais que j'aurai du mal à atteindre le pic. C'est pas grave, j'en ai fait mon deuil de ça, parce que ça va être très 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 difficile à ajuster. En revanche, ils sont sur le Tour des Alpes en fait. Voilà, c'est pour vous expliquer pourquoi j'ai pas Moscon, j'ai pas Covey.
Ici, je me suis basé sur peut-être un coup de chance sur Tchernetsky ou bien Biryukov. Bon, bah, vous voyez que le coup de chance, il n'a pas eu lieu. Pour ce qui est de Michael Gogol, j'espérais peut-être une meilleure forme, mais je ne l'ai pas eu également. Donc on est assez orphelin au niveau des formes du jour. Par Lutsenko qui en a chopé une très très belle, mais sinon c'est compliqué. Et bah non, mais il faut clairement miser là sur la prise d'une bonne roue dans le mur de 8 derniers passages, c'est tout. Donc il n'y a pas autre chose à souhaiter, je crois. Voilà, nous étions ici dans le deuxième et avant-dernier passage. Vous voyez, je n'ai plus grand monde pour aider Lutsenko. C'est très compliqué. Après, en prenant une roue, le top 10, il est jouable. On va pas se mentir. La victoire, ça paraît totalement hors d'atteinte. Impossible pour nous en l'état. Après, l'année prochaine, je dis pas, mais pour cette année, ça paraît très très compliqué. Je surveille un peu Pidcock. Il y avait un truc qui était phénoménal sur cette course. C'est déjà la liste des inscrits du team Ineos Grenadier, d'une part, et leur attitude. Alors qu'on voit ici Bettiol qui place une attaque qui est vouée à l'échec, on est d'accord, hein, on y croit tous, on n'y croit pas là. On n'y croit pas à l'attaque de Bettiol. On en reparle dans 3 minutes. Donc, un team Ineos phénoménal pendant l'essentiel de la course. Ouais, mais sauf que là, au moment où il fallait contrôler le départ de Bettiol, bah, il n'y avait plus que Pidcock, leur leader. Du coup, il ne s'est pas livré à fond, comme vous avez pu le voir. Il faut vraiment qu'il y ait une contre-offensive de Guillaume Martin, là, c'est lui qui emmène pour Cofidis. Il faut vraiment qu'il y ait cette contre-offensive. Sans cela, c'était l'enterrement de première pour tout le monde. Et Bettiol, il allait gagner sa flèche wallonne peinard sur une attaque à 6 ou 7 bornes de l'arrivée. Allez, mur de 8, je prends la roue de Pidcock. Je crois en toi, Pidcock. Emmène-moi jusqu'au sommet. Ouais, bah il va m'emmener nulle part. Hein. On est mort en fait. Par contre, devant, ça se chamaille pour la première place. Bettiol ou Schachmann? Schachmann ou Bettiol? Franchement, c'est super dur à voir. C'est Schachmann qui va la prendre. Mais Bettiol n'est pas passé loin du hold-up parfait. Une attaque. Moi, j'ai rarement vu des attaques comme ça sur ce variant, mais même sur la flèche wallonne depuis pas mal d'années. Sur PCM, j'ai rarement vu des attaques qui emmènent le coureur considéré aussi proche de la victoire. Quasiment, le mec, il s'est fait reprendre, d'accord. Ça joue à très peu, il y a un boyau pour Schachmann quand on regarde bien. Mais très très impressionnant quand même, parce que le coup a failli passer, quoi. Bettiol était pas loin de la prendre. Après, derrière, ça va. Pogacar, Pidcock, Roglic, top 5. Alaphilippe décevant, 7ème, ça paraît improbable sur le mur de 8, il est imbattable. Et nous, on fait 9. C'est bon, parce qu'en fait, le sponsor, il voulait top 10. Donc, tout va bien. Un autre top 10, évidemment, qu'on vise, c'est du côté de Liège-Bastogne-Liège, sur profil, là aussi, vous le reconnaissez, profil actuel, hein, on va dire. Intéressant, toujours, à jouer. Après, je m'affole pas trop, parce que y a toujours un certain nombre de mecs qui peuvent vraiment être forts, même si les gros noms, on les connaît, et il sera bien difficile tout de même d'échapper à Alaphilippe, à Pidcock et compagnie, là. Pidcock, dans la partie, j'en glisse un mot, parce que j'avais été amusé par les réactions de certains d'entre vous dans les commentaires. N'oublions jamais que Pro Cycling Manager est un jeu où vous avez des évolutions. Moi, je joue toujours en potentiel aléatoire, en fait. D'accord? Je joue toujours en potentiel aléatoire. Donc forcément, d'une partie sur l'autre, vous n'avez pas les mêmes coureurs qui vont avoir les évolutions les plus impressionnantes, d'une part.
Puis il faut jamais oublier qu'on est en 2022, là on est en avril 2022. Donc si le type il a commencé à 79 ou 80 vallons, je me souviens pas, mais il peut très bien avoir eu 2 fois des upgrades liés aux évolutions, toutes simples du jeu, et se retrouver à 84 vallons. En plus du fait que, imaginez Pidcock à 84 vallons en 2022, je peux pas dire que pour moi c'est inenvisageable. Vous voyez, ça peut vraiment être le cas parce que il nous a montré tellement de choses incroyables dès sa première saison comme ça en World Tour que l'ami Pidcock me paraît vraiment être un de ces coureurs d'un autre monde qu'on observe là depuis, on va dire quoi, quelques mois, l'année dernière pour certains. Puis d'autres préféreront dire que le changement dans le cyclisme date de l'Amstel 2019 par exemple, où le mutant Van Der Poel avait frappé la planète ce jour-là d'un retour incroyable. Je n'en sais rien. Regardez ici, il y a une situation intéressante. En fait, on s'est mangé une cassure sur la relance des 30 mecs de devant là. On s'est mangé une cassure qui est assez troublante. Non pas que je la juge injuste, hein, mais par contre je la juge bien cher à rattraper. Voilà, là on va rentrer, ok, travail collectif, notamment travail quand même de Gianni Moscon, qui encore une fois n'aura pas non plus hérité d'une forme du jour très clémente. Je ne suis pas très chanceux sur certaines formes, mais là encore ça fait partie du jeu. Et puis c'est un petit peu la rançon aussi d'avoir peu de coureurs. C'est que je suis obligé de les faire beaucoup courir pour certains, et donc je ne peux pas espérer non plus des préparations optimales à tout moment pour tout le monde. Donc là, on paye un peu notre pauvreté, hein, et notre statut de petit poussé du World Tour en la circonstance. Tim Wellens avait tenté un départ un petit peu plus tôt, mais voilà, il est repris un petit peu, on va dire, avant, il est presque repris dans le col du Maquisard, voilà. Il est repris d'ailleurs, et il va être même avalé et digéré par le peloton. Moi, je m'interroge sur Hirschi. Je sais pas ce que fiche le jeu avec Marc Hirschi. Je veux bien qu'on mise sur Pogacar, y a pas de problème. Mais t'as quand même Marc Hirschi là. Pourquoi tu t'en sers pas mieux? Et pourquoi Marc Hirschi est déstabilisé à cet endroit-là sur Liège, qui est quand même l'une des 3 ou 4 courses les plus importantes de la saison pour lui? Je suis étonné. Allez, on va essayer de faire gaffe parce que ça commence à partir. On est dans le final là, en sortie de la Redoute. Alaphilippe et Sharman se font la belle, et ça doit nous inquiéter parce que les deux sont capables d'aller au bout s'ils collaborent. Après, la chance qu'on peut avoir, c'est qu'il y a encore des équipiers derrière pour certains, mais vous voyez que ce sont plutôt des leaders même qui s'occupent, comme Valverde ou Gaudu, de tenter un rapproché, même si, attention, devant, ça collabore. Il ne faut pas se regarder, il y a Mohoric qui va en remettre une couche, entre guillemets heureusement pour tous les poursuivants. Il est à... attention, hein, parce que ça relance encore Sharman Alaphilippe. Moi, je me décide à ce moment-là à essayer de faire un petit peu l'effort. Le champion de Colombie que vous apercevez là, juste devant, c'est Egan Bernal. Hein. Faut pas se méprendre. On avait l'habitude de voir Higuita, hein, dans cet accoutrement. Donc non. Là, dans la partie, on est en 2022. Certains sont restés champions comme Roglic de leur pays. Mais en revanche, c'est Bernal. Hein, c'est bel et bien Bernal qui est champion de Colombie. Attention à surveiller Egan Bernal. Il est dangereux. Et là, je vais essayer de jouer un petit coup de coquin. Je me positionne à l'avant, tout en attendant que Pidcock vienne à mon niveau. Ouais, je cible Pidcock. Regardez, là, ça y est, il vient au niveau de Lutsenko. Alors, on est parti. Alors, on prend la roue de Pidcock. Voilà. Enfin, je l'avais déjà prise, mais je l'ai re-assuré, cette roue. On tient plutôt pas mal, hein, sur la première partie de la Roche au Faucon. Pas de problème.
Derrière, hop, ça contre-attaque. J'ai envie de dire. Ce qui m'intéresse, c'est d'avoir le dernier mot. C'est pas d'avoir l'attaque là la plus spectaculaire qui soit. On va se contenter, nous, de suivre encore Pidcock et ensuite peut-être d'essayer de libérer un peu notre puissance d'accélération. Godu est vraiment très très agressif. Hein. Wellens n'est plus vraiment là, non. C'était Bernal. Et là, je tente la contre-attaque. C'est parti. Avec Vlasov. Lutsenko serait pas beau comme arrivé à Liège. Ouais, ce sera pas ça en fait, parce que Guillaume Martin, Charman, en fait, apparemment, ils sont venus pour nous faire perdre en fait. Ou alors, ils sont venus pour faire gagner d'autres. Mais vous savez, c'est un peu comme les coureurs à Tokyo l'autre jour, qui ont fait 15 000 bornes en fait pour faire perdre Wout van Aert en fait. En fait, les mecs, ça doit être leur passion dans la vie, c'est faire perdre le meilleur. Je sais pas, hein, moi cette course des JO, elle m'a gavé en fait, pour être franc. Parce que Van Aert mérite 100 fois de s'imposer et y a tout le monde qui court contre lui. Après, vous me direz, c'est pas la première fois. Allez, on se concentre sur le final pour constater, à 2 km de la fin, constater que j'ai commis, on va le dire de suite, une erreur immense. Mais en fait, j'ai un temps soit peu, je me suis fait un peu traumatiser, vous savez quoi, par le final que j'ai proposé avec Bora Hansgrohe, où je me fais taper, Charman se fait taper par Valverde. Parce qu'en fait, si t'es pas en tête au dernier virage, ciao. Et du coup, je sais pas ce qui m'a pris, je me suis dit, faut que t'abordes, alors que je l'ai joué 1 milliard de fois, ce Liège-là. Du coup, je me suis mis à sprinter trop tôt. Ce qui me rassure quelque part, c'est que même en sprintant au bon moment, jamais je gagnais, quoi. Donc voilà, top 10 sécurisé. On va pas en faire une messe, mais c'était très très mal joué. Faut quand même le dire. Et puis la fin de cet épisode, je vous le propose in-game. Voilà. Voilà, donc ce top 10 vient parachever la campagne de classique. Et maintenant, tout ce qui reste avant le moment où on va avoir une renégociation avec le sponsor, c'est simplement une victoire d'étape sur le Giro, une victoire d'étape sur le Tour de France. Voilà, basta. Le reste, c'est en bonus. Ce que j'aime beaucoup, c'est que l'estimation maximale du budget du sponsor va dans les 300 000. Et ça, franchement, ça veut dire que déjà, on est en bonne voie ici pour prendre 172 000. Donc, ça nous ferait environ 72 000 de budget disponible si l'on continue comme ça, mais je pense que ce sera le cas à ce stade-là, parce qu'il y a suffisamment d'objectifs qui sont remplis pour ne pas avoir de doute par rapport à l'attribution de la super réussite. À ce moment-là, évidemment, on rentre dans une phase où il y en a qui vont se reposer, type Lutsenko, même si il va aller regarder sur le Tour des Asturies, mais après il y a petit stage de Tour de France. On essaiera de l'aligner sur le Dauphiné, histoire de se faire plaisir avec Lutsenko sur le Dauphiné, et etc. Après, vous voyez les types pour lesquels il y a le Giro qui arrive, c'est Moscon, c'est Covi, c'est Scaroni, s'il revient de sa blessure à temps, sinon je serais vraiment en difficulté. Nekrasov et le petit Slovène Galkuk, avec Boef, avec Vacek. Voilà, c'est sûr, c'est pas, ça fait pas rêver, hein. Ça fait pas rêver, mais c'est ça qui est rigolo, je trouve. Donc, surtout, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'il faut regarder les finances, en fait, à ce moment-là, parce que ce qu'on nous projette à ce stade, c'est quelque chose de dramatique aux alentours de la fin juillet, et donc impossibilité de recrutement. Si tu es en négatif au 1er août, tu ne peux recruter personne, si le solde est négatif. Donc, faire vachement gaffe à ça. On est parti à ce moment-là pour ne pas pouvoir recruter. Les primes, vous voyez, ce que je chope en course est ridicule. Liège, Alpes, Alps Tour, on a Flèche Wallonne qui nous ont rapporté, mais que dalle, Brabantse Pijl, j'ai été même sur le Pays Basque. Et puis
Donc heureusement qu'il y a cet Amstel. Et quand on regarde les équilibrages, en fait, l'investissement mensuel du sponsor est de 138 000. 132 pour le salaire des cyclistes, ça va, ça tient, on est en positif. Mais attention, il y a l'équipe U23. L'équipe U23 nous pompe 23 500. Et donc à la limite, ça peut s'équilibrer, il n'y a pas de problème. On a donc compris ce qui posait souci, c'est le salaire du personnel. Le salaire du personnel est démesuré, 94 200. J'avais pris 2 éclaireurs de très bonne renommée. Hein. Voilà, je crois que on va s'en séparer. Hein, on va s'en séparer ici. Et ça va nous permettre d'économiser environ 37 000 euros par mois. Vous voyez que je suis au 27 avril. Il ne s'agirait pas de sombrer en fait. Et je suis même à la limite de virer un de mes staffs. Je vous montre comment je les répartis, mes entraîneurs. Il se trouve que j'ai Scaroni qui est irréconciliable avec le staff. C'est assez pénible en fait. C'est vraiment pénible. Lui, je lui ai essayé tout le staff, même le moderne évidemment, et ça ne marche absolument pas. Donc ça, j'ai remarqué, c'est parfois des incompatibilités. Vous voyez, si je le mets l'entraîneur moderne, oui, il a déjà eu 12 mois et 2 semaines, donc on peut le mettre. On va regagner encore un peu de temps avant que Scaroni s'énerve, mais essentiellement, ça ne fonctionne pas beaucoup. Pour lui, donc il y aurait un choix qui serait de garder par exemple les coachs appréciés par les meilleurs coureurs et donc finalement basculer sur 2 coachs seulement. Ça, je le ferai en dernier recours. Si je vois, par exemple, vous voyez, Lutsenko, on va pas lui enlever Kerchakov, Moscon, Gogol, on va pas leur enlever Filindassi. En revanche, pourquoi ne pas se séparer de Knafs si jamais? C'est dommage, hein, parce que le mec est fort, hein, mais international, à la pointe, je veux dire, c'est typiquement ce qu'il nous faut, mais ça économiserait 15 000 par mois. Voilà, à suivre donc, qu'est-ce qu'il y a à suivre? Il y a forcément la préparation des dossiers. On y est enfin, le moment des dossiers. Alors la prise de contact comme ça avec les coureurs en tout cas la première prise de contact, évidemment il y a certains coureurs qui ont 100% d'intérêt, type Jacobsen ou Carapace, qui ont 100% d'intérêt pour notre équipe. Il y en a toujours des comme ça. Qui d'autres? Par exemple Dries de Bonte, voilà. On a également Simon Kerr, on a comme ça des coureurs. Andriy Ponomar, tiens, un Ukrainien grimpeur. Voilà, ça peut se considérer, ce genre de truc. Après voilà, on tombe sur des coureurs un peu moins difficiles de toute façon à convaincre. Donc utilisation des points de dossier, il y en a 30 au 1er mai, et mais je vais jeter mon dévolu, non pas sur Tige Benoît, ça c'est juste pour la blague, c'est pas l'envie qui m'en manque, puisque moi je serais capable de le prendre en fait dans n'importe quelle partie, mais non, c'est juste qu'il faut un peu varier les plaisirs. Mads Pedersen, j'ai fait une simulation, en fait il y aurait moyen de l'avoir en prenant contact dès maintenant, mais ça coûterait excessivement cher en fait. Ce serait dans les, je crois de mémoire, 55 000 de salaire mensuel, et sachant que je vais bénéficier que de 72 000 environ de marge pour recruter, je ne peux pas juste tout mettre sur un coureur et avoir donc un salaire de coureur à 79 à payer. Et puis en plus, la plus-value en termes d'équilibre d'équipe serait pas la meilleure. Il y en a un par contre pour lequel j'aurais vraiment envie, c'est Peter Sagan, puisque c'est un Slovaque. Ça aussi, ça me donnerait très envie, mais pour la même raison d'équilibre d'équipe, c'est exclu. Je n'ai pas spécialement comme priorité de recruter un sprinter. On va essayer de fonctionner avec des coureurs un petit peu plus polyvalents, et tant pis pour le sprint, de toute façon ça n'est pas ça qui nous rapportera énormément d'argent. McNulty m'aurait beaucoup intéressé, mais dans une carrière
avec Gazprom, ça paraît pas très pertinent d'aller chercher un jeune coureur des États-Unis. Jasper Stuyven, bah, c'est un petit peu comme Sagan ou comme Pedersen ou comme Benoît. J'aurais beaucoup aimé. Bah, ça paraît un petit peu déplacé. Donc voilà, Dylan Van Baarle aurait pu être un excellent choix également. Après, ça va chercher aussi dans les 40 000 ou 35 000 de salaire. Ça veut dire que c'est une grosse partie de notre budget. Et c'est pour ça qu'en fait, après avoir éliminé comme ça pas mal de petites pistes, je vais non pas aller sur Jake Stewart, mais sur Attila Valter. Attila Valter, le jeune espoir hongrois de la Groupama FDJ, me paraît avoir un super profil pour cette équipe, d'autant plus qu'il a été barré par le recrutement de Miguel Angel Lopez du côté de la Groupama FDJ, qui avait fait un recrutement assez merveilleux, hein. L'année qui avait précédé avec quelques stars étrangères comme ça. Du coup, je vais aller ouvrir comme ça un dossier avec Attila Valter, et puis on va continuer dans le même esprit. Donc, j'ai pas envie d'aller sur des Belges, je vous explique. Sinon, Van Gils aurait été une très bonne chose, mais je veux pas aller sur des coureurs belges. Tout simplement parce que je préfère rester slave ou italien, pour rester un petit peu dans l'esprit de la partie. Après, je vous avoue quand même que j'étais excessivement tenté par quelqu'un comme Stefan Bissegger, qui nous aurait apporté en contre-la-montre, notamment, même si les contre-la-montre par équipe de nos jours sont de moins en moins fréquents sur les épreuves, il y en a quand même quelques-uns, et puis c'est un type de coureur assez solide qui peut apporter en fait. En plus, c'est intéressant parce que c'est pas du tout le Bissegger de la version Movistar que je vous ai présenté l'année dernière dans la série. C'est le vrai Bissegger, celui-là, c'est-à-dire le Bissegger orienté rouleur contre la montre. Donc ça, c'est quelqu'un qui m'intéresse en fait. Nonobstant la question de nationalité, après tout, on va dire que l'équipe est basée en Suisse, même si elle est russe. On peut s'abriter derrière ça, en tout cas, même si c'est un argument auquel je ne crois pas vraiment en le disant, mais bon. Allez, pourquoi pas. Pourquoi pas. Well, Skelderman, Matthews, Chimolai, de Ghent, non. Voilà, on passe comme ça en revue des tas de coureurs qui nous paraissent pas avoir le profil ou la nationalité, voire les deux, pour nous intéresser. Et donc je vais descendre, pour finalement... ouais, Tennyson, c'est pareil. En fait, ce serait intéressant d'avoir un coureur pour aider dans les classiques, en fait. Hein. Ce serait très intéressant. Ou quelqu'un comme Sonny Colbrelli serait intéressant également. Mais... ouais, j'avais d'autres petites idées en tête. Quelqu'un comme Rafał Majka peut être excessivement intéressant. On l'exclut pas. On est encore sur du slave, hein, en la circonstance. Alors je sais que parfois les Polonais et les Russes ne sont peut-être pas forcément les meilleurs amis du monde, mais regardez-moi ces petits bijoux tchèques. J'ai déjà un tchèque dans mon équipe, et là on est en présence d'un sprinter tchèque qui passe les bosses. En tout cas, qui à 22 ans a des notes qui laissent penser que le mec peut passer les bosses, s'il a déjà pas 55 si vous voulez en montagne, et le petit 66 en vallon doit être upgradable à 70, donc c'est pour ça que je me dis il y a peut-être quelque chose à faire. 65 pavés, ça se trouve, en fait le mec est assez il n'est mauvais nulle part, enfin en tout cas il est intéressant, il m'intéresse, donc c'est pour ça qu'en fait on va ouvrir un dossier aussi pour ce Simon Pezek. Et on va continuer comme ça à aller toujours sur ce type de profil. Il y avait un autre coureur qui m'intéressait beaucoup, c'est Gino Meder. Ça c'est seulement dans l'hypothèse où je prends Bissegger. Donc si je prends Bissegger, je rajoute un deuxième Suisse, c'est Gino Meder. Voilà, on voit qu'il est modeste. Cela dit, ça nous fait quelqu'un qui peut aller gagner des étapes. Attention au salaire.
attention au salaire parce que mine de rien là, déjà répartir 72 000 euros sur ces 4 coureurs, si ça se trouve on a déjà tout absorbé, il nous reste même pas de quoi prendre des 2500 juste à côté des contrats minimum. Donc il faut faire vachement gaffe, tout ne sera peut-être pas réalisable. Il faudra le voir au moment des négociations, mais a priori voilà. Il me reste à ce moment-là 6 points pour prendre contact. Et alors donc dans la mesure où éventuellement je n'irai pas au bout avec par exemple les 2 Suisses, je me suis laissé tenter par Vingegaard. Voilà. Donc petite prise de contact avec Jonas Vingegaard. Regardez, il est pas mal, mais il est pas non plus surcoté, c'est moins qu'on puisse dire. Il est même un peu sous-coté, mais on peut pas en vouloir à la database de ne pas avoir anticipé sur les turpitudes d'un Tour de France assez surprenant pour la Jumbo-Visma avec la mauvaise forme de Primož Roglič et sa malchance également. Voilà, donc valider les dossiers. Qu'est-ce qui nous attend par la suite? Du Giro. Alors, du Giro où nous aurons un seul objectif en fait. Un seul objectif sur ce Giro. Nous avons dit, il faut gagner une étape. Sur le Giro, je vais faire les choses de manière un peu particulière. C'est-à-dire que je pense que je n'hésiterai pas à faire abandonner à un moment donné Moscon et Alessandro Covi, puisque ces deux-là vont doubler Giro et Tour de France. Si je veux avoir des pics raisonnables sur le Tour de France, qui devrait être normalement l'épreuve par étape que nous allons jouer le plus intensément, il faut que je me débrouille absolument en fait pour les faire abandonner, de sorte que le pic pour le Tour arrive au bon moment. Donc faire un demi-Giro par exemple et ensuite baisser pavillon, peut-être ne même pas faire le Tour de Suisse en entier, il faudra que je compte les points en fait. Ce sera assez marrant. Et puis ce que je vous proposerai donc au prochain épisode, c'est le résultat de cette recherche de victoire d'étape sur le Giro, sachant que je joue un peu le Tour des Asturies, mais je n'arrive même pas à gagner une étape tellement les protagonistes sont forts en fait. L'IA aligne tout le temps des très bons coureurs, même sur des courses secondaires, elle nous laisse même pas une chance à nous, petite équipe, de prendre de l'argent. Et le Tour de France, voilà, en ligne de mire, mais le Dauphiné va m'intéresser et j'essaierai de jouer un top, même si le sponsor ne le demande pas, mais j'essaierai de jouer un top 5 ou un top 10 avec Alexei Lutsenko. Voilà, et du côté des finances, on a repoussé en fait les problèmes en licenciant, comme je vous l'avais montré tout à l'heure, les deux scouts. Hein, ça veut dire que normalement nos soucis ne devraient se concrétiser qu'à partir du mois de novembre. Toutefois, vigilant, et puis surtout, il va falloir ramasser un peu des thunes. Voilà. Je vous dis à bientôt. À bientôt. Et vive la formation. Vive la formation russe. Non, mais j'aime bien en fait ce concept de formation, et depuis que j'ai découvert que la valeur des scouts que j'ai licenciés en l'occurrence, mais la valeur des scouts avait une influence au moment où vous créez votre équipe de développement. Je suis super content, ça fait des années que je joue à PCM et en fait j'avais jamais vu ça en fait. Voilà, comme quoi ça sert de jouer en Conti Pro, on en apprend tout le temps. Je vous dis à plus, bye bye.